18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Nous avons toujours un Premier ministre, il s'appelle Gabriel Attal. Il a remis sa démission ce matin au président de la République qui l'a refusé. Il lui demande de rester pour garantir la stabilité du pays jusqu'à nouvel ordre. Explication de Régine Delfour et puis on va voir ce qu'en pensent mes débatteurs. Démission présentée mais refusée. Gabriel Attal reste Premier ministre. Emmanuel Macron lui a demandé d'assurer la stabilité du pays. Certains, comme Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, dénoncent un non-respect de la démocratie. D'autres, comme Sylvain Maillard, le député parisien du camp présidentiel, évoquent une situation inédite et justifient ce maintien avec les Jeux Olympiques à venir. On a les Jeux Olympiques dans quelques semaines, non, 2 semaines et demie qui commencent. C'est important qu'on ait un gouvernement au travail. Après, la situation fait que nous devons, dans les jours qui viennent, semaines qui viennent, trouver une alliance avec toutes les forces de l'arc républicain qui le souhaitent. Pour Arthur Delaporte, député PS du Calvados, le président de la République tente de gagner du temps. Je considère que il y a une tentative de maintenir les choses, de les faire durer plus longtemps. Nous, notre objectif, c'est de gouverner, d'être prêt à gouverner au plus vite dans la quinzaine. L'objectif du chef de l'État, trouver rapidement une coalition pour continuer à gouverner. François Pupponi, on a toujours un Premier ministre, il est en sursis ? Oui, il est en sursis, mais tant qu'on n'a pas un nouveau gouvernement. Là, le président de la République va attendre le 18 juillet, de voir comment les choses se passent à l'Assemblée nationale, quels sont les groupes constitués. En fonction de ça, il demandera au groupe le plus important de lui présenter un candidat, puis il le désignera ou pas. Donc il va faire, entre guillemets, durer le plaisir. Hein. Ah oui, là, mais ils vont hurler à gauche, là. La gauche va hurler, mais il hurle déjà, mais il dira, écoutez, moi, je ne sais pas qui est majoritaire vraiment, donc vous dites que vous avez gagné, mais à l'Assemblée nationale, qui va être élu par l'Assemblée nationale ? Qui va présider la commission ? François Hollande ? Donc il attend, il dit écoutez, moi vous êtes sympathique, les Français ont voté et on ne connaît pas le résultat définitif. Donc on va attendre et il va le faire, je répète. Oui, mais un tout petit mot chacun. On oublie quand même les Français dans l'équation. La marmite qui bouillonne, enfin la cocotte minute qui bouillonne, le jeu qui peut être dangereux de l'extrême gauche, parce qu'on a déjà vu de la casse hier. S'il nomme pas de Premier ministre, on peut très bien avoir des violences dans la rue, hein, ce qui est d'ailleurs amusant. Ceux qui nous prédisaient la guerre civile avec l'extrême droite, on va voir ce que ça va donner là. Donc je veux bien que ce soit un super joueur. Je suis pas sûr, hein, parce qu'on a vu quand même la manœuvre de la dissolution. Certes, il s'en sort moins mal que prévu, mais c'est quand même assez catastrophique. Mais à un moment donné, on peut toujours jouer. La politique, c'est aussi des hommes et des femmes, c'est aussi un pays, c'est aussi une société qui en a ras-le-bol. C'est aussi une économie qui va être impactée par tout ça. Donc moi, je ne suis pas sûr que tout ça soit tenable. Et à un moment donné, il sera mis face à ses responsabilités, je pense. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il perde trop de temps, mais le problème, c'est que comme l'équation est extrêmement compliquée, ça risque de durer. En effet. Alors, il y a quelque chose d'étonnant, d'ailleurs. Il aurait pu accepter la démission de Gabriel Attal et laisser Gabriel Attal, en tant que Premier ministre démissionnaire, gérer les affaires courantes. C'est ce qui se fait en général. Là, il ne le fait pas parce qu'en fait, Attal dispose encore du pouvoir réglementaire. Et d'ailleurs, il y a un sénateur, Philippe Bas, qui s'en est ému cet après-midi en disant, finalement, ce n'est pas conforme à la tradition et à l'usage républicain. Parce que finalement, il fait comme si le Premier ministre avait encore la confiance de l'Assemblée nationale, qui n'est plus. Mais symboliquement, il n'a jamais d'ailleurs demandé. Et symboliquement, Emmanuel Macron ne relégitime pas Gabriel Attal. Et juste un point sur l'arc républicain, moi, ce qui est quand même tout à fait paradoxal, c'est que j'entends M. Darmanin dire « Ah non, mais l'arc républicain, LFI ne fait pas partie de l'arc républicain. » Mais ils ont appelé à voter pour les députés de LFI eux-mêmes. En l'occurrence, M. Darmanin lui-même a été élu parce que le candidat de LFI s'est retiré. Donc, si vous voulez, vous voyez bien que cette notion d'arc républicain, c'est une notion à géométrie variable en fonction des circonstances. Et ça, je pense qu'à avançons. Vous voulez dire un tout petit mot, Joseph, parce qu'après, on parle de M. Bardella, là, non ? Pas de mots ? Moi, franchement, ce qui m'a étonné, parce que c'est contraire à la tradition républicaine, c'est le fait que M. Attal ait toujours un pouvoir réglementaire. Je trouve ça véritablement baroque. Mais véritablement baroque. Quand le sénateur Philippe Bas dit que c'est antidémocratique, pardonnez-moi, il a raison. Vous aimeriez quoi, en fait ? Non, mais oui et non. Mais parce qu'il est là pour gérer les affaires courantes. Il n'est pas là pour avoir des pouvoirs réglementaires. C'est la période de transition entre le moment où il y a l'élection. Non, pardonnez-moi, dans la période de transition, il gère ce qu'on appelle les affaires courantes. C'est contraire aux usages républicains. Mais oui, pardonnez-moi. Ok. Allez, voilà pour les usages républicains.
Bah oui. Mais après... Est-ce qu'on s'est retrouvé une seule fois dans la Ve République dans une situation comme celle-là, où personne n'a gagné le soir des élections? Il n'y a pas de majorité. Donc pas sous cette République. Et donc, non, mais ce qu'il y a, c'est que la Ve République n'est pas faite pour ce genre de choses. Allez, on tourne en rond. Comme cela vient d'être dit, on permet à un Premier ministre qui n'a aucune légitimité, c'est-à-dire que jamais l'Assemblée ne lui a accordé l'once du début du canevas d'une légitimité. Donc voilà un Premier ministre qui n'a aucune légitimité, qui continue à courir comme un canard sans tête et qui a un pouvoir réglementaire. C'est parfait. Allez, on parle de Jordan Bardella. Il était ce matin au QG du Rassemblement national. Il a évoqué un certain nombre de choses. Il y a des choses assez intéressantes. Notamment, il dit qu'il prend sa part de responsabilité dans ce qu'il appelle la défaite du Rassemblement national. Écoutez-le. On commet toujours des erreurs, j'en ai commis, nous en avons commis, et je prends ma part aussi, ma part de responsabilité dans ce résultat. J'ai été le chef de file du Rassemblement national, à la fois aux européennes, mais aussi dans cette campagne, et donc j'assume ma part de responsabilité, tant dans la victoire aux élections européennes que dans la défaite d'hier, mais ça nécessitera probablement que nous regardions les choses sur l'investiture d'un certain nombre de candidats que nous avons été amenés à écarter en début de campagne parce qu'ils ne répondaient pas à la ligne politique que je portais. Maintenant, c'est un socle sur lequel nous allons bâtir les victoires futures. Voilà pour Jordan Bardella, Rachel Kahn. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il utilise le mot défaite. Ouais. Lorsque son parti passe de 88 députés à 143, il verbalise cela comme un échec. Et après, il parle des candidatures, limites évidemment, qui ont émergé à la faveur de ces législatives. Et il dit qu'il va falloir qu'on fasse le ménage. Oui, et puis c'est une voix dissonante par rapport aux autres partis politiques qui se disent tous avoir gagné. Et on comprend bien pourquoi dans ce jeu des négociations où tout le monde a envie de rentrer au gouvernement, et Jean-Luc Mélenchon, le premier, qui a fanfaronné dès 20h05 pour dire qu'il avait gagné. Donc là, effectivement, il utilise ce mot défaite. C'est peut-être plus une déception, puisque concrètement, il gagne des sièges. Après, je le trouve très lucide par rapport à cette semaine de campagne où ils n'ont pas été bons. Où il y a eu aussi... Il est assez cash là-dessus. Il est cash. Et puis par ailleurs, il y a eu toutes ces candidatures, entre guillemets, brebis galeuses. Donc il regarde le réel en face. Je trouve que c'est plutôt sain. D'accord. Louis Dragnel ? Je trouve qu'il y a très peu d'hommes politiques qui reconnaissent leur défaite aujourd'hui et leur échec. Et là, il le fait. Et c'est suffisamment rare, je trouve, pour être souligné. Là où c'est assez tactique, c'est que ça évite toutes les polémiques sur le droit d'inventaire. Là, en faisant ça... C'est-à-dire le droit d'inventaire, c'est l'autocritique, oui, les critiques, remise en question de la ligne, remise en question de l'autorité du chef. C'est souvent ce qui se passe en politique lorsqu'il y a des défaites. Et puis enfin, moi je trouve qu'il y a quand même une révélation pendant cette campagne, et c'est vrai que moi je l'ai découvert pendant l'entre-deux tours. J'ai pris conscience du fait que au Rassemblement national, il y avait plusieurs cercles concentriques. En fait, il y a une trentaine de députés qui sont plutôt bien formés, qui savent parler dans les médias et qui sont très travailleurs. Et c'est ceux qui sont les plus visibles. Et avec eux, voilà, c'est un peu la face présentable du RN. Et ce qui est vrai, c'est que ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait toute une partie du Rassemblement national qui était un peu négligée, où on voit que la sélection, il y en a qui n'ont pas le droit de parler parce que tout le monde sait que s'ils ouvrent la bouche, ça va être un peu compliqué. Et puis, non mais ça vous fait sourire, mais c'est la réalité. Et puis d'autres, manifestement, leur CV n'a pas été si bien épluché que ça. Et donc, je pense qu'ils vont essayer de transformer cet échec plutôt en opportunité pour surtout ne pas recommettre les mêmes erreurs si et seulement si s'il y avait une dissolution dans un an ou un peu plus de temps. Non, mais c'est vrai qu'il a raison de reconnaître. C'est un échec au vu du contexte. Ceci dit, il y a une progression du Rassemblement national. Mais à mon avis, il y a deux choses qui ont joué. C'est en effet l'absence le déficit en matière de professionnalisation. Et on le voit, les investitures ont été parfois accordées certainement de manière un peu légère. On croyait qu'il y avait un plan Matignon. Oui, manifestement, le plan Matignon, il y avait des trous dans la raquette. Mais il l'était, je pense, par rapport au casting gouvernemental, à la manière de gouverner. Par rapport au casting gouvernemental et des experts, mais pas forcément auprès des candidats. Et ensuite, quand même, moi je pense qu'ils ont lancé un sujet qui a été l'objet d'une grosse controverse et qui a permis la rediabolisation en partie et qui a permis au Front républicain, c'est la question de la binationalité. Ça, je pense que ça a été une erreur politique. Et là, je crois qu'ils l'ont d'une certaine manière payé, non pas dans les urnes, mais dans la capacité, si vous voulez, à relancer le Front républicain contre eux, et ce qui a expliqué que finalement, ils n'ont pas bénéficié d'abstention ou éventuellement de votes qui auraient pu permettre à certains candidats de l'emporter. Parce que vous regardez, il y a au moins une centaine de candidats
un peu moins peut-être, 80, qui sont battus dans une fourchette de 2 points. Il y a un candidat en Charente qui est battu à 64 voix. Donc oui, c'est... J'avais une question à vous poser. Ils ont fait une belle campagne. Ils ont pas fait une belle campagne au deuxième tour. Le CV, moi, je suis un peu moins critique parce que quand on voit qu'un fichier S est élu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais c'était quasiment un argument de campagne dans ce cas. C'est-à-dire qu'un peu avoir un CV. Oui, Raphaël Arnaud, la France Insoumise. Non, la campagne n'a pas été bonne. Les binationaux, ça les a plombés. Ouais. Et ils ont perdu une cinquantaine de députés comme ça. Est-ce qu'il y a eu sur cette question-là? Ah oui, parce que quand il manque 50, 100, 200 voix, c'est que la campagne... Parce que l'intérêt aussi de tout ce qui s'est basé, c'est qu'une campagne, ça sert à quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas eu, je voulais vous poser la question, une campagne électorale, est-ce qu'il n'y a pas eu un intérêt, une surestimation de l'état d'avancement de la dédiabolisation? Peut-être, oui, en l'occurrence, mais vraisemblablement, puisque la preuve, c'est que les reports se sont faits de manière peut-être pas totalement mécanique, mais les désistements ont fonctionné. Donc il y a certainement eu une sous-estimation de la stratégie de normalisation. Moi, je pense que effectivement, on voit que la dédiabolisation n'est pas totalement acquise. Et moi, c'est presque ce qui m'inquiète le plus, parce que effectivement, en face, il y avait des fichiers S et surtout une idéologie, c'est-à-dire qu'il y avait des brebis galeuses. Il y avait des brebis galeuses au Rassemblement national. Au Rassemblement national, mais si vous voulez, c'est la tête du parti n'est pas idéologiquement, si vous voulez, susceptible d'être taxé d'antisémitisme, de communautarisme, d'islamo-gauchisme, si vous voulez. Donc les deux dangers, s'il fallait... Le danger de la France insoumise, rationnellement, me paraissait beaucoup plus grand que celui du Rassemblement national. Et pourtant, ça n'a pas été le cas aux yeux des Français. Donc là, on voit que la dédiabolisation n'est pas achevée. Et ensuite... il y a beaucoup de Français, je crois, qui ne pensent pas du tout que le Rassemblement national est un parti fasciste ou dangereux pour les droits de l'homme ou je ne sais quoi, mais qui pensent que ce sera un parti incompétent, incapable de gérer. Et c'est vrai que de ce point de vue, les députés qu'ils ont envoyés, ou une partie des députés qu'ils ont envoyés, ça pouvait nourrir des procès en incompétence. Donc il a raison de faire ce diagnostic-là. Il va falloir trouver un chemin s'ils veulent gagner, parce que ça va... L'idée que le Rassemblement national ne peut pas gagner au second tour, qui était une idée qui avait un peu disparu, va ressurgir. Donc, s'ils veulent malgré tout forcer le barrage, il va falloir qu'ils trouvent un chemin étroit, et ça passe par une professionnalisation accrue. Alors, Joseph Massescaron ? Sur la dédiabolisation, moi, ce qui m'a frappé, c'est que les personnes qui, au moment des européennes, ça ne leur posait aucun problème de dire qu'elles votaient pour le RN. Aucun. Elle le disait, etc. Mais vraiment, dans la rue, personne, elle vous en parlait et tout. Et puis, le rouleau compresseur, évidemment, est venu avec une telle force que tout d'un coup, cette parole s'est tue et que l'on a senti que chez les personnes, il y avait une sorte de rétractation. Et que ça, c'est un élément vraiment qui est important. Il y a deux situations. Vous l'avez certainement vécu, Laurence, comme je l'ai vécu. Premier point. Le deuxième point, c'est que le problème, évidemment, c'est simplement qui se prend la queue, c'est que beaucoup de personnes se disent, mais finalement, ils n'ont jamais été aux affaires. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est par exemple, Giorgia Meloni, elle a été de 2008 à 2011, pardonnez-moi, un ministre de la Ministre. Marine Tondelier non plus. Elle a eu des responsabilités politiques dans les ministères. Et puis le troisième point qui est important, c'est que pour l'instant, contrairement à LFI, le RN a montré que c'était un parti de fonctionnement démocratique. Contrairement, ça c'est indiscutable. Mais il y a un point, c'est que est-ce qu'il est capable de faire vivre une coalition ? Et ça, justement, ce n'est pas... Point d'interrogation. C'est un vrai point. Allez, on continue le débat juste après le rappel des titres de l'actualité sur CNews et Europe 1 avec Adrien Fontenot. Adrien.